délégation russe en séjour au Mali, c'est dans le cadre de la première réunion de la commission intergouvernementale. Au menu de la visite au Mali, le compte-rendu de leurs travaux et également dégager des axes prioritaires pour une intervention rapide dans le secteur de la sécurité, de l'énergie, de la santé et de l'éducation. Bonjour et bienvenue aux informations. Direction Koulouba, au palais présidentiel, le président de la transition a accordé une audience à une forte délégation russe en séjour au Mali. C'est dans le cadre de la première réunion de la commission intergouvernementale. Les ministres maliens et russes sont venus faire le compte-rendu de leurs travaux au chef de l'État. Cette rencontre est aussi un cadre pour dégager des axes prioritaires pour une intervention rapide dans le cadre de la sécurité, de l'énergie, de la santé ou encore de l'éducation. Pour plus de détails, écoutons le ministre russe de l'énergie et le ministre malien de l'économie et des finances. Des propos recueillis par Sira Batili. Во-первых, мы сегодня утвердили структуру нашей комиссии. Nous venons de valider la structure de notre commission. Nous avons validé la création de 7 sous-commissions dans le cadre de la commission intergouvernementale. Chaque sous-commission sera chargée d'un secteur séparé. Nous avons validé la création des sous-commissions ensemble avec mon collègue. On avait initialement 6 commissions, mais aujourd'hui nous avons pris la décision de créer la 7e sous-commission. Nous avons voté à l'unanimité pour la création de cette 7e sous-commission et nous considérons cette décision correcte. Cette sous-commission va traiter les questions de la santé, de la situation sanitaire et épidémiologique. Dans le cadre des travaux de cette sous-commission, nous envisageons les livraisons des laboratoires mobiles qui pourraient fonctionner ici au Mali. Compte tenu des difficultés que nous avons traversées, à savoir la crise épidémiologique en 2019, la protection sanitaire de la population est un secteur crucial. Nous nous sommes mis d'accord de nous concentrer sur les axes prioritaires de nos travaux. Ce sont les domaines tels que l'énergie et le développement du secteur énergétique est très nécessité ici au Mali. Ce sont les domaines tels que la science et l'éducation. Et nous sommes convenus de tenir la première session de la sous-commission chargée des questions de l'éducation dans un mois. Et cette session va réunir tous les représentants des institutions chargées de l'éducation et de l'éducation supérieure. Et bien sûr, nous allons réunir les représentants de la Russie, du Mali, mais aussi les représentants de tous les autres États de l'Alliance du Sahel. Ce serait une sous-commission unificatrice qui va unifier les membres de l'Alliance des États du Sahel. Et nous avons convenu que les travaux de la première session de notre commission va servir de modèle pour toutes les autres commissions intergouvernementales que nous sommes en train d'installer dans le cadre de notre coopération avec les États de l'Alliance du Sahel. Les résultats sont très encourageants. Nous avons pu passer en revue tous les secteurs qui sont dans le cadre de cette coopération. Le domaine de l'énergie, où il y a 3 axes, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire, le domaine du transport où on a le chemin de fer, on a la société Kamaz et on a d'autres projets, tout ce qui concerne le secteur des mines, notamment la cartographie minière dont il vient de parler, l'exploitation du lithium au Mali et tout ce qui concerne les secteurs de l'éducation, de la santé. Tous les secteurs ont été passés en revue et tous les blocages ont été levés. Qu'est-ce qui a été décidé dans cette coopération entre le Mali et la Russie aujourd'hui, au plus haut niveau? Et aujourd'hui, nous avons fixé des dates à revue sur chacun de ces sujets. Nous avons des délais de 1 semaine, de 2 semaines et maximum 1 mois pour revoir chacun de ces sujets. Et nous avons décidé de nous retrouver en visioconférence sur la première sous-commission qui a été créée. Sous-commission qui est chargée de tout ce qui est éducation, tout ce qui est transfert de compétences et tout ce qui est création de centres d'excellence. Et cette réunion, on va pouvoir la tenir en visio avec l'ensemble des 3 pays de la Confédération des États du Sahel afin de pouvoir fédérer les énergies et de renforcer la cohésion, la solidarité justement entre cette confédération et la Fédération de Russie. Nous avons signé des accords encore aujourd'hui et nous avons également mis à plat toutes les autres questions qui ne permettaient pas d'avancer rapidement sur les sujets. Donc le président de la transition a
bien reçu les messages et s'est félicité en tout cas de la tenue de cette première réunion dans les meilleurs délais. Et s'est également félicité en tout cas des résultats que nous avons entamés. Il nous a encouragé à poursuivre rapidement dans ce sens. Et il a espéré que nous puissions trouver très rapidement des résultats concrets sur le terrain, notamment par rapport au premier projet qui avait fait l'objet de beaucoup d'allers-retours entre Moscou et Bamako. Nous nous sommes engagés à poursuivre dans ce sens et à atteindre des résultats. Et Monsieur le ministre va rentrer ce soir, mais les équipes vont rester pour pouvoir travailler en rapport avec les experts dans chacun des domaines pour que nous puissions très rapidement atteindre les résultats escomptés. Restons avec cette délégation russe pour parler des travaux des sous-commissions. Il a été question de la validation des volets stratégiques de la coopération. L'accent a été mis sur le suivi des projets en cours. Une rencontre qualifiée d'historique par les deux parties, nous dit Yaya Konaté. Une atmosphère de retrouvailles fraternelles ce mardi dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Les visages sont familiers puisque l'on se côtoie ici depuis plusieurs mois déjà. D'un côté, la forte délégation russe en visite au Mali avec à sa tête le ministre russe de l'énergie et de l'autre 7 membres du gouvernement malien et leurs proches collaborateurs sous la supervision du ministre de l'économie et des finances. Les deux chefs d'équipe sont co-présidents de la commission intergouvernementale Mali-Fédération de Russie. Cette commission qui a vu le jour lors de la récente visite à Moscou du président de la transition générale d'armée Assimi Goïta dans le but d'accélérer la mise en œuvre des projets en cours et d'explorer d'autres domaines de coopération. 3 sujets essentiels étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Il s'agit notamment de la validation des sous-commissions de travail, de celle des volets stratégiques de la coopération et du suivi concret des projets en cours. Pour ce qui concerne les sous-commissions de travail, les parties ont convenu d'en mettre en place 7 au total. D'entrée de jeu, nous avons pu régler toutes les questions liées à la création des sous-commissions. Il y a 7 sous-commissions qui sont créées et qui couvrent l'ensemble des secteurs du développement économique social. En matière de volet stratégique de la coopération et de suivi des projets en cours, l'ensemble des domaines qui ont fait l'objet de signatures de mémorandums ont été passés au peigne fin. L'énergie et les mines, les transports et les infrastructures, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, les télécommunications, mais aussi les échanges commerciaux et la sécurisation des investissements. Il a été question d'agriculture aussi, avec notamment le projet de développement de la culture du coton pour passer à une production de 2 millions de tonnes de coton-graines par an, ainsi que la transformation de cette matière première avec l'installation intermalienne de 2 filatures. Presque tous les ministres ont été présents au cours de nos discussions aujourd'hui. Cela nous a permis de discuter d'une manière très détaillée les situations dans tous les domaines d'intérêt commun. Nous avons déjà fixé les dates et on va désigner les personnes responsables pour tenir les discussions dans le cadre des groupes de travail de notre commission mixte. L'ensemble des questions qui étaient à l'ordre du jour, notamment la question de la filature, la question de l'affinage d'or, la question des transports, de la navigation, les questions concernant les mines, la cartographie minière, les questions concernant le commerce. Toutes les questions ont été évoquées et nous avons pris date sur l'ensemble de ces questions. Aujourd'hui, nous comptons signer 2 à 3 mémorandums sur certains aspects. Et pour les autres dossiers qui sont déjà en cours, qui ont déjà fait l'objet de signature de mémorandums, nous avons fixé des dates à revoir. Et nous nous sommes engagés à faire une visioconférence d'ici la fin du mois d'août pour faire un point sur l'ensemble de ces questions et regarder les étapes d'avancement. Certaines questions évoquées l'ont été dans une approche AES, notamment celles liées à la formation et au transfert de compétences. Je voudrais donner quelques commentaires sur les travaux du groupe de travail sur la science. La première session de ce groupe de travail se tiendra fin août au format hybride. On va organiser une visioconférence et puis à Moscou, on va inviter tous les ambassadeurs des États de l'Alliance du Sahel pour tenir les consultations conjointes. On va aborder les sujets relatifs à l'éducation et l'enseignement supérieur dans tous les pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons indiqué qu'au niveau des 3 pays des États de l'Alliance du Sahel, nous allons veiller à ce que nous puissions avoir un partenariat avancé afin de pouvoir développer tout ce qui est transfert de compétences, éducation, renforcement des capacités et tout ce qui concerne la création de centres d'excellence.
Et dans ces prochaines étapes, avec les 3 États de l'Alliance des États du Sahel, nous allons envisager de fédérer les énergies pour pouvoir renforcer une coopération entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Après plus de 3 heures d'échanges, Maliens et Russes sortent satisfaits d'une rencontre qualifiée d'historique par les 2 parties. Un premier pas, certes, mais un pas important dans la nouvelle dynamique d'accélération de la mise en œuvre des nombreux projets en cours conformément à la volonté commune des 2 chefs d'État. Autre point de l'actualité, âgé de 29 ans, Joseph-Marie Emmanuel Sidibé, un nouveau prêtre de l'archidiocèse de Bamako, a reçu ce dimanche le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire ses charges des mains de l'archevêque Robert Sissi. Enseigner, sanctifier, conseiller sont les tâches du nouveau prêtre. Il est invité à exécuter ses missions avec loyauté. Le point avec Douraté Diakité et Sambou Diakité. Accueilli par un chant d'honneur de la grande chorale, le désormais ancien abbé Joseph-Marie Emmanuel Sidibé arrive à pas bien mesuré, accompagné de ses parrains et marraines. Une fois sur ce qu'on peut appeler l'autel, l'archevêque de Bamako édifie les invités sur l'ordination avant d'orienter le nouveau prêtre. Ta mission se situe au milieu des communautés pour être un homme de prière, un intercesseur, un avertisseur, le doigt levé pour dire attention aux puissants comme aux faibles, aux grands comme aux petits, pour attirer l'attention sur les dérives de la société, pour dénoncer l'injustice, la corruption, le mensonge, et de dire la vérité pour que les hommes parlent vrai et agissent en vérité. Doit pointer pour montrer, indexer le chemin de la lumière, le chemin de la paix et de la réconciliation pour une cohésion sociale et un vivre ensemble heureux entre les Maliens. Pour être prêtre, il faut une certaine qualité comme l'altruisme et des études théologiques. On ne devient pas prêtre pour soi-même, mais pour servir, au service d'un peuple, d'une communauté, non pas pour y être vénéré ou craint, mais pour essayer de permettre au Christ de manifester l'immensité de son amour. Ainsi commence les rites de l'ordination. Sur ses genoux devant l'archevêque, M. Sidibé s'engage à devenir prêtre. Peu après, il se couche front au sol pour se prosterner. Il implore le pardon et l'accompagnement du Seigneur. Après un ornement sacré, M. Sidibé reçoit l'ordre sacré presbytéral par l'imposition des mains sacrées de l'archevêque et celles d'autres apôtres. Après, il s'efface pour enfiler la tenue du prêtre. Je me suis engagé définitivement devant Dieu et devant les hommes à servir Dieu et les hommes. Et c'est là dans la loyauté et dans le respect des uns et des autres. Donc c'est une immense joie de voir tout ce monde-là ici. Je ne peux que les exprimer. Ma gratitude. Nous disons merci à l'élu du jour pour son oui. C'est donc pour notre pays, le Maliba, et pour le bénéfice de l'Église catholique. Au nom du ministre chargé des Affaires religieuses, je lance un appel pressant à toute la communauté chrétienne afin que chacun reste mobilisé dans la prière pour la paix dans notre pays. L'archevêque donne une Bible et une daba à M. Sidibé comme pour lui dire d'annoncer la parole du Seigneur tout en travaillant. Les fidèles chrétiens ont saisi l'occasion pour faire des offrandes pour sanctifier en repentant les disciples. En troisième région, les litiges fonciers sont souvent à l'origine des tensions et de violences dans les zones rurales. C'est pourquoi l'Association des organisations professionnelles paysannes et la Coordination nationale des organisations paysannes renforcent la prévention à la base. Ensemble, ces organisations viennent de procéder à la remise officielle des décisions de création de commissions foncières. COFO. On en sait plus avec Moussokoro Sireme et Suleiman Bamba. Un document officiel remis aux représentants de 19 villages des communes de Furu, Kadiolé et Nkourala dans la région de Sikasso pour poser les bases d'une gestion foncière plus équitable des terres entre les communautés rurales. Désormais, tout échange foncier devra d'abord être validé par ces commissions foncières villageoises. Et leur mission, attester, encadrer et trancher avec équité. C'est une épine qu'ils viennent d'enlever dans les pieds des collectivités. Le problème des terres
Actuellement, c'est un problème crucial. On va les épauler en les suivant et en les donnant des conseils. Ne fa dun bana ka ban ne fa do na fo dugukolo di mo were bo ka jo ama min fo fa yere nyana abe no fo mso na dioma ko dugukolo di ko antalo aiwa ni papier dile no sira ka bara chola chiana mso fa na besa la fia dasoro. À travers cette initiative, les organisations paysannes réaffirment leur rôle d'interface entre les producteurs ruraux et les autorités. Car pour sécuriser les terres, il faudrait d'abord sécuriser les droits de ceux qui les cultivent. C'est la loi qui prévoit qu'on leur donne des décisions pour qu'ils puissent être opérationnels devant les autorités administratives et juridiques. Ce seraient désormais des témoins légaux par rapport à toutes les questions foncières. Les problèmes fonciers peuvent exacerber les inégalités sociales, en particulier lorsque les droits fonciers sont mal définis ou mal respectés. Remercier les initiateurs de ce projet qui vient à point nommé. Nous sommes au début de l'hivernage. En général, c'est le moment où beaucoup de problèmes fonciers sont soulevés dans notre zone qui est une zone essentiellement agricole. À noter que cette remise solennelle de décision de création et de nomination des membres des COFO s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet d'appui à la sécurisation de la tenue foncière et forestière des communautés locales. Prochaine étape, former et outiller ces acteurs de la gouvernance foncière afin qu'ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités. 15 villages dans le cercle de Bourem ont réussi à atteindre le statut de fin de la défécation à l'air libre. C'est à l'issue de la mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté. Cette initiative de la direction régionale de l'assainissement, nous dit Sambare Haïdara. La commune de Taboy dans le cercle de Bourem a servi de cadre à cette cérémonie de certification de 15 villages ayant atteint le statut de fin de la défécation à l'air libre. En effet, cette activité entre dans le cadre du programme assainissement total piloté par la communauté, exécuté par la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. L'UNICEF, sur les fonds CERF et BRS, au cours de ce semestre 2025, a pu réaliser certaines activités. Dans le domaine de l'approche assainissement total piloté par la communauté, on note 15 villages sectaires certifiés fin de défécation à l'air libre, pour une population de 9846 habitants, avec 152 latrines construites et 23 réhabilitées dans les communes de Taboy et Bourem du cercle de Bourem. Je félicite tous les villages qui ont atteint leur statut de fin de défécation à l'air libre et les encourage à maintenir l'état FDAL ainsi acquis. Les autorités sanitaires ont souligné pour leur part l'impact de ces réalisations et le changement positif de comportement des populations bénéficiaires. Quand ça ne va pas au niveau de l'hygiène, c'est des problèmes de développement, c'est des problèmes de santé. Aujourd'hui où nous sommes, l'hygiène c'est le miroir d'un village. Et si la grande partie des villages qui constituent la commune arrivent à avoir ce certificat, ça veut dire une bonne chose. Les autorités communales se sont réjouies d'avoir atteint le statut de la fin de la défécation à l'air libre, mais elles sollicitent auprès de leurs partenaires la réalisation de points d'eau indispensables à tout processus d'assainissement. Cette activité a apporté un grand changement au niveau de nos villages, notamment sur le plan hygiène. Là où il n'y a pas de latrines, les gens ont voulu faire des latrines, mais on a été bloqué par un problème d'eau. La commune de Taboy souffre d'un problème notoire d'eau. L'autre situation, c'est que nous, on souhaite que ça soit étalé à d'autres villages. Parce que s'il y a la santé chez nous, les villages à côté, il n'y a pas d'hygiène, la maladie va se propager. Notons que la certification de ces 15 villages est l'aboutissement d'un processus d'assainissement grâce auquel plusieurs réalisations ont été faites dans la commune urbaine de Gao en 2025. Ce programme d'assainissement est soutenu financièrement par l'UNICEF et mis en œuvre par la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances.
À Ségou et à Tombouctou, il y a eu la clôture des activités de la phase locale, des activités artistiques et culturelles pour la Biennale 2025 à Tombouctou. Si à Tombouctou, la troupe de la commune urbaine de Tombouctou est classée première, à Ségou, c'est la commune rurale de Sakoyiba qui occupe la première place. Les détails avec Saloum Konaté depuis Tombouctou et Abdraman Singare depuis la capitale de Balanzan. Phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 à Ségou. Un véritable espace d'échange et de partage des connaissances culturelles à travers les différentes disciplines, notamment la pièce de théâtre, le solo de chant, l'ensemble instrumental et la danse traditionnelle. Toutes les troupes ont mouillé les maillots à travers leurs prestations en donnant du fil à retordre aux membres du jury qui ont formulé quelques critiques et suggestions. Il y a eu une confusion totale entre les différentes disciplines. Il faut que l'auditoire soit au courant. Un manque de créativité, d'originalité, d'intrigue dans certaines disciplines. Un manque de décor et de costumes, surtout en pièces de théâtre. La plupart des communes n'ont pas fait ça. Au classement général, Ségou occupe la 3e place, Konodimini la 2e place et Sakoyiba la 1re place. L'un des sujets d'actualité que vous avez abordé avec insistance est celui de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à Ségou, auquel les autorités régionales et nationales s'attellent à apporter des solutions d'atténuation et même définitives. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Les communes présentes reçoivent chacune une attestation de participation à cette phase locale en vue de la Biennale Tombouctou 2025. La semaine locale artistique et culturelle de Tombouctou a connu son épilogue ce week-end. Durant les 3 jours de compétition, les différentes troupes ont présenté au public leurs richesses culturelles. Pour cette phase locale, la commune urbaine de Tombouctou est classée première avec 60 points, suivie de la commune rurale de Alafia et Breminali. Nous avons assisté à des prestations de grande envergure et nous avons assisté à des numéros que nous pouvons sélectionner pour compétir avec les autres cercles. La jeune génération, c'est qu'ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, la relève, elle est obligatoire. Et cela ne peut partir qu'à partir des semaines communales, locales, régionales et la biennale. Le préfet du cercle de Tombouctou s'est dit satisfait de la prestation des troupes. Il invite également les encadreurs à redoubler d'efforts pour la phase régionale. Aujourd'hui, je suis un préfet heureux et comblé. Tombouctou a répondu à l'appel autour de l'organisation de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle. Ça a été une parfaite réussite. Et à travers cette organisation, Tombouctou a prouvé à l'opinion nationale et internationale qu'ils sont prêts pour la phase nationale. En choisissant Tombouctou, les plus hautes autorités ne sont pas trompées du choix de Tombouctou. Le prix du meilleur joueuse de violon revient à la commune de Lafia. La remise des prix et attestations de participation ainsi qu'une prestation du groupe Tarkit ont mis fin à la cérémonie. La troupe artistique et culturelle de la commune de Nara a ébloui le public lors de la phase locale de la Biennale. Portée par des messages forts d'unité nationale, cette manifestation a offert un tableau, un beau panorama du patrimoine culturel malien. Reportage signé Idrissa Keïta. La pièce de théâtre, la musique d'orchestre, la danse traditionnelle, le solo de chant et l'ensemble instrumental, à travers ces prestations artistiques et culturelles, la troupe de la commune de Nara a fait savoir son talent. Cette manifestation a tenu le public en haleine. Ils ont de l'engouement pour pouvoir rehausser les niveaux et aussi tout faire pour pouvoir
sauvegarder nos valeurs traditionnelles dans le sens de la culture. Je suis très confiant et je suis sûr et certain que les différents niveaux qui nous attendent, qui sont le niveau régional et le niveau national, c'est très promettant. À travers ces prestations, la troupe de Nara a dévoilé un pan de son trésor culturel, des pas de danse bien rythmés et cadencés, le mouvement du corps au rythme des sons, le mélange de drame et de comique, ponctué par les messages invitant au sursaut national autour du Mali, notre bien commun. Nous venons vraiment de vivre une semaine très riche en activités culturelles. Nous avons vu certes la participation de l'ensemble des communes qui est un point important, mais nous avons surtout vu des potentialités énormes. Et l'espoir a permis, je ne parle même pas de la région, mais au-delà, l'espoir a permis pour vraiment une participation très honorable à Tombouctou cette année. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle du Cercle de Nara. La phase nationale. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.